Bonjour à toutes et bonjour à tous. Des mafieux irlandais mais bien sapés, des récompenses à foison et le début des Red Hot. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve l'Oscar du meilleur commentateur des plateformes, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma et créateur du concept de Originals. Bah, il faut dire que ça fait 1 an et demi qu'on fait un petit peu ce qu'on peut, voilà. Au sommaire, aujourd'hui, un gros plan sur Peaky Blinders, l'immortel, un film clé de voûte qui vient clôturer l'aventure Peaky Blinders, la série. Vous retrouverez ensuite Gauthier pour sa chronique Les pieds dans le plat. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Gauthier ? Je vais vous parler de ces films qui viennent en complément de séries et on va en discuter ensemble parce qu'il y a eu beaucoup de séries qui ont eu un film additionnel comme ça et puis moi j'aimerais qu'on discute de est-ce que c'est bien ou c'est à propos dans le format de clôturer ou de d'étoffer une série par un film ou est-ce que c'est contre nature un petit peu, voilà. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine, mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinéma Teaser. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas et mal. la plus écrase tout le monde, Disney+. Moi je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça j'aime bien. Et oui, Gauthier, ça vient de tomber. Oh mais qu'est-ce que c'est ? Les récompenses des plateformes aux Oscars, il y en a plein. Alors cette semaine, c'était les Oscars. On a suivi ça, nous, en direct. J'allais te dire, c'est pas vrai. Jusqu'à 4h du matin. C'est ça, on y était. On était ensemble avec ta chère et tendre qui nous a fait des egg muffins absolument délicieux. On embrasse Sarah, évidemment. Alors évidemment, les grands vainqueurs des Oscars, une bataille après l'autre, hein, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur scénario adapté, meilleur montage, meilleur casting, ce qui était une des nouvelles récompenses cette année. Ouais, une première, ouais. On a ensuite Sinners, évidemment, meilleure musique originale, meilleur scénario original, meilleur acteur et meilleure photographie, un Oscar historique puisque Autumn Durald Arcapo est la première femme à avoir cette récompense et donc voilà, c'est une avancée dans la modernisation de la répartition des récompenses, on va dire. Ouais, c'est très bien. Et pas de récompense pour Marty Suprême qui repart bredouille. Voilà, c'était donc une année Warner. Oui, c'était une année Warner avec pas moins de 11 récompenses, puisqu'il y a eu les 6 pour une bataille après l'autre que tu viens de citer, les 4 pour Sinners, et puis une récompense de plus pour F1, qui a eu le meilleur son, il me semble, et une grosse gifle, effectivement, pour A24. Mais quand même, ce qui nous intéresse, nous, c'est les plateformes, et là, on est assez content, puisque Netflix est le deuxième grand vainqueur de la soirée, avec pas moins de 6 récompenses, il me semble. Tout à fait. Alors, Frankenstein en tête avec meilleur décor, alors c'est décor et direction artistique, ouais. Mais aussi meilleur costume, meilleur maquillage et coiffure. Et ensuite, on a K-Pop Demon Hunters qui est pas moins que le 4e grand gagnant de la soirée avec 2 statuettes. Hein. Exactement. Meilleur film d'animation et meilleure chanson originale. Voilà, pour Netflix, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi le film documentaire Toutes les chambres vides, documentaire plein d'émotions, puisque c'est un film qui va refilmer des chambres d'enfants qui ont été tués dans des tueries de masse dans des écoles aux États-Unis. Exactement, ouais. Donc voilà, 6 récompenses pour Netflix. Bravo Netflix. Et une belle représentation cette année des plateformes aux Oscars. Et alors, ce n'est pas tout, parce que ça vient de tomber. Ah, qu'est-ce qui vient de tomber ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, figure-toi que les plateformes sont aussi aux Razzie Awards. Ah ben oui, puisque on le rappelle, chaque année, il y a les Oscars qui sont le dimanche soir, mais la veille, il y a les Razzie, qui sont les raspberries, qui sont symbolisées par une petite framboise, comme ça, en toque, et qui couronnent les pires performances de l'année. Alors cette année, qu'est-ce que c'est ? Souvent des récompenses en plus un peu trollesques, puisque oui. Voilà, je vais vous en faire quelques-unes. Alors, le grand gagnant de la soirée, c'est La Guerre des Mondes sur Prime Video. Ouais. Pire film, pire acteur, pire préquel, remake, reboot ou suite, pire scénario et pire réalisateur. Alors nous, on n'en a pas parlé du tout parce que tout ça est tombé cet été sur les plateformes et que en plus c'était mauvais. Mais j'ai eu pas mal de feedback moi cet été parce que je continuais à avoir une oreille qui traînait un petit peu sur tous les podcasts spécialisés et tout ça. Et j'entendais que ça parlait beaucoup de ce film La Guerre des Mondes, qui est un parti pris un peu radical puisque ça filme La Guerre des Mondes de H.G. Wells avec une seule caméra braquée sur un scientifique derrière son bureau. Ice Cube. Voilà, Ice Cube. Et donc c'est 1h30 de ça en gros comme programme. C'est très très... On dirait les programmes qui sortaient pendant le Covid. Exactement, ouais. Et puis en plus, t'as envie de dire, attends, mais quelle mauvaise idée de prendre un truc aussi évocateur en termes de science-fiction et de le faire de manière minimaliste comme ça. Et puis c'est un
tel grand risque pour un acteur, tu vois, de se dire on va filmer que moi, en plan fixe, enfin bon, c'est bon. À noter aussi les nominations de Star Trek Section 31 de Paramount, The Electric State de Netflix et Fountain of Youth de Apple TV+, enfin Apple TV, pour les plateformes. Mais l'autre grand gagnant des Razzies, c'est quand même Blanche-Neige, la version live action, qui remporte énormément de récompenses. En fait, toutes celles qui n'ont pas été là, quasiment, quoi. Ouais. Dont on va pas parler beaucoup, Blanche-Neige, puisque c'était sur grand écran, mais qui a souffert moins de sa fabrication, puis un blockbuster très coûteux, c'était surtout de ses écritures et réécritures en cours de route qui ont fait combiner plutôt toutes les mauvaises idées que toutes les bonnes, et puis donc le résultat est un petit peu indigeste. C'est dommage, parce que si vous allez voir ça avec vos enfants, je veux dire, ça pose pas énormément de problèmes, mais c'est vrai qu'en termes de jolis produits culturels, c'est défectueux. Et surtout, ça n'aura jamais l'aura du film original. Voilà. Et oh là là, ça vient de tomber. Oh, ça y est. Qu'est-ce que c'est ? Mais ça vient de tomber. Et alors là, ça va tomber. Requiem in Pace. Ah, zut. Ça tombait sur Netflix, mais pourquoi est-ce que je prends comme ça mon meilleur accent latin et italien ? C'est pour parler de la série Assassin's Creed. Ah, puisque le casting s'est étoffé. Oui, j'ai vu ça. Alors, au départ, on avait déjà Noomi Rapace, ouais. Qu'on connaît de la saga Millennium. Il y a Ramzi Bedia. Alors, justement, c'est ma news. Pardon. Donc, Noomi Rapace, qu'on a vu dans Millennium ou dans Prometheus. Il y a Sean Harris, qu'on a vu toujours dans Prometheus, d'ailleurs, et dans Mission Impossible. Absolument. C'était le méchant de Mission Impossible 5 et 6, il me semble. Qui est bien flippant comme mec, comme acteur. Très bon acteur. Et on a aussi l'acteur italien Corrado Invernizzi, donc acteur à la dimension internationale, puisqu'il était dans le dernier Indiana Jones, par exemple. Et, tout petit rôle, oui. Mais bon, il y était. Voilà, et Ramzi Bedia de Eric et Ramzi Bedia. Donc il rejoint le casting de cette série Netflix Assassin's Creed, attendue pour je sais plus si c'est cette année ou l'année prochaine. En tout cas, voilà, ça fait partie des gros dossiers adaptation de jeux vidéo en cours chez Netflix. Ramzi, si tu nous écoutes, j'ai très très hâte de te voir sauter du haut d'un clocher dans une botte de foin. Je pense qu'il va plus être un grand maître des assassins. M'en fous, je veux le voir sauter du haut d'un clocher dans une botte de foin. Moi, je veux voir le making-of à ce moment-là. Exactement. C'est tout pour aujourd'hui du côté des news. On passe tout de suite au gros plan de la semaine. Le gros plan, c'est Peaky Blinders, l'Immortel. Suite directe de la série culte Peaky Blinders, l'Immortel est un long métrage qui prolonge l'histoire de Tommy Shelby, tandis que l'Angleterre est plongée dans la Seconde Guerre mondiale. Vous habitez une maison hantée par les fantômes. De gens qui ont perdu la vie à cause de vous. Ton autre fils, ton fils Romani, il dirige les Peaky Blinders comme si on était de nouveau en 1919. Je peux rien pour lui. Dis-moi où se trouve mon fils. T'es qui, toi, putain ? Vous allez tous rester bien tranquilles, parce que l'homme qui est devant vous, mesdames et messieurs, s'appelle Tommy Shelby. Et alors, il sort d'où, ce Tommy Shelby ? Quelqu'un devrait peut-être lui expliquer qui je suis. Birmingham, 1940, Tommy Shelby tente de laisser derrière lui son passé. Mais la guerre est une menace plus vaste le contraignent à replonger dans l'ombre. Entre conflits intimes et enjeux politiques, il doit protéger les siens tout en affrontant les conséquences d'une vie marquée par la violence et le pouvoir. Gauthier, déjà, quel est ton rapport à Peaky Blinders ? On sait qu'il y a 5-6 saisons, je sais plus exactement. Ouais, c'est ça. 6 saisons, il me semble. Ouais. 6 saisons, et donc là, on a un film qui vient achever cette grosse entreprise. Un film qui est toujours développé par Steven Knight, donc qui est le papa de Peaky Blinders. Et on retrouve évidemment Cillian Murphy, qu'on connaissait dans Oppenheimer, dans Inception, dans 28 jours plus tard, etc., etc., aux côtés de Barry Keoghan, de Rebecca Ferguson, de Tim Roth ou de Stephen Graham. Donc quand même, on a un casting qui est très solide. Alors Gauthier, ton rapport à Peaky Blinders, pour commencer. Peaky Blinders est une série que j'ai toujours trouvée assez stimulante pour moi à suivre, d'autant plus qu'on le rappelle, on va le faire à chaque fois. Donc ma petite fenêtre de tir à moi, c'est le réalisme social britannique. Donc tout ce qui est un petit peu
sociale et britannique m'intéresse. Et évidemment, ce truc qui va se passer au début du XXe siècle, encore dans l'Angleterre, dans cette révolution industrielle qui se termine un petit peu juste après la guerre de 14, puisqu'il est souvent question de la guerre de 14 en flashback dans Peaky Blinders. Dans ce Birmingham qui est aux prises avec ce gang d'Irlandais, un peu irlandais, un peu gitan et tout ça, qui fait régner sa loi dans les rues de cette ville qui est une sorte de Nantes britannique. Birmingham, Nantes en Grande-Bretagne, je sais pas. J'essaye de trouver un équivalent géographique pour vous représenter à peu près où est-ce que ça se situe dans le pays. Donc à l'ouest, pas tout à fait au bord de la mer, mais presque. Enfin bon, voilà. Tout ça avait beaucoup de bons arguments pour m'intéresser, d'autant que c'est un vrai gang, hein, ce truc-là. Et la proposition de cette série, c'est de vous faire des saisons très courtes, 5 ou 6 épisodes par saison, il me semble, et très cinématographique. Hein. C'est-à-dire que l'argument principal de cette série, c'est que c'est extrêmement bien produit. Vous avez des décors qui sont spectaculaires, vous avez un soin de la photographie, du son, énormément de musique anachronique qui viennent rythmer tout ça. Les costumes, hein, ça a les même costumes, les déclenché décors. Toute une tendance vestimentaire. Absolument. On s'habille un petit peu rétro avec des bretelles, une casquette. Ouais, comme ça. Oui, ça a presque relancé une sorte de culture un peu steampunk, tu vois, sauf qu'il n'y a pas le côté rétro-futuriste. Mais un coucou à Cinétique du Grand Pop, hein, d'ailleurs, qui lui avait pris cette vague-là. C'est vrai. Et donc les spectateurs des plateformes, et même avant les plateformes, puisque ça a commencé à être diffusé sur Arte, hein, chez nous, cette histoire, ont pu découvrir une sorte de goût au grand spectacle de costumes, à la fois films de gangsters et films en costume dans les séries. Et donc il y a quelque chose de très alléchant à être à la fois derrière sa télévision et de voir quelque chose de cette qualité-là. En plus de ça, le tout, comme tu l'as dit si bien, est emmené par Cillian Murphy, qui était un acteur que nous cinéphiles, on connaissait déjà depuis 28 jours plus tard, mais qui a explosé dans cette série aux yeux des téléspectateurs et qui, grâce à ça, a eu d'un coup une aura internationale qui lui manquait jusque-là. Donc vous prenez les yeux bleus de Cillian Murphy, son savoir-faire inimitable, vous prenez la musique de Nick Cave qui s'appelle Red Right Hand, qui rythme tous les génériques d'intro et qui était déjà inoubliable dans Scream et qui là devient encore plus iconique. Vous prenez de la photo magnifique, des décors incroyables, des costumes hyper stylés, des gangsters qui sont aussi fous que dans Les Affranchis, et vous shakez ça dans l'Angleterre du début du XXe siècle et ça vous donne Peaky Blinders. Programme alléchant, quoi. Comment le passage du format série au format film transforme la manière de raconter une histoire ? Ça très sans griller ta chronique. Ouais, bien sûr. Très schématiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'on était arrivé au bout de la 6e saison. Déjà, à la fin de la 6e saison, on sent qu'on a un petit peu raconté tout ce qu'on pouvait faire raconter à ces gangsters, mais qu'il y avait une conclusion qui manquait au personnage principal de Thomas Shelby. Est arrivée là-dessus la crise sanitaire qui les a empêchés de tourner la 7e saison comme ils l'auraient souhaité. Et puis, au sortir de la crise sanitaire, qu'est-ce qui se passe pour Cillian Murphy ? C'est le moment où, enfin, Christopher Nolan, qui avait l'habitude de le faire tourner dans des petits rôles dans ses films, lui offre le premier rôle de Oppenheimer. Oui, parce qu'il était dans Tenet, il était dans Batman Begins. Il était dans Tenet, je me souviens. Ah non, c'est Pattinson qui... Oui, il était dans Inception. Oui. Il était dans Batman Begins, il était dans Dunkerque, qui était dans plein de films de Christopher Nolan, mais jamais dans le premier rôle. Et là, enfin, Christopher Nolan lui offre le premier rôle d'un de ses films. Et donc c'est Oppenheimer, et au sortir de Oppenheimer est un des plus gros succès de Christopher Nolan de toute sa carrière. Au sortir de Oppenheimer, il chope l'Oscar du meilleur acteur en 2024. Donc là, sa carrière devient un petit peu autre chose que juste la star de Peaky Blinders. Il a plus que ça à faire. Donc il finit par dire bon, ok, pour clôturer l'arc narratif de Thomas Shelby, on va peut-être pas se faire une saison, on va se faire ça
en un film de 2 heures. Et puis merci. Et puis merci beaucoup. Voilà. La Seconde Guerre mondiale, ça change un petit peu les enjeux politiques et personnels ou c'est juste une toile de fond ? Non, ça c'est très bien utilisé dans le film, et si vous aimez Peaky Blinders, je vous recommande vraiment de regarder le film pour cette toile de fond qui n'est pas qu'une toile de fond, parce que quand arrive la Deuxième Guerre mondiale, on sent vraiment que les Peaky Blinders et ce qu'ils ont représenté à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est des fantômes complets, c'est des has-been, c'est des gens qui n'ont plus lieu d'être à cet endroit à ce moment-là. Et même si le film raconte l'idée que le fils caché de Thomas Shelby soit en train de faire renaître les Peaky Blinders de leurs cendres dans un contexte encore plus, enfin dans une version encore plus violente et encore plus tête baissée et tout ça, on sent un petit peu que Thomas Shelby, c'est le patriarche, le dernier vrai patriarche légitime des Peaky Blinders qui n'arrive pas à mourir et qui est encore là dans cette Europe qui est gangrénée par le nazisme qui est important parce que eux c'est des gitans et que les nazis n'ont pas que tué les juifs, ils ont exterminé cette population-là aussi. Donc c'est important à la fois de trouver une conclusion, mais d'affronter ce dernier adversaire énorme, quoi. Donc voilà, ils devraient plus exister, en même temps ils sont toujours là, ça raconte quelque chose de crépusculaire d'assez beau. Oui, il y a toute une logique autour de l'évolution de Tommy Shelby, évidemment, où on le voit confronté aux conséquences de ses choix passés, ce genre de choses. Moi, je voulais t'interroger surtout sur la dynamique entre les anciens et les nouveaux personnages. Tu trouves que ça s'emboîte comment ? Il y a quelque chose d'à la fois assez intuitif à trouver des nouveaux grands acteurs dans ce film. Donc tu les as cités, il y a Tim Roth, il y a Rebecca Ferguson, il y a Stephen Graham, Stephen Graham, il y a comment il s'appelle, Barry Keoghan, c'est ça ? Ouais. C'est normal de voir des nouveaux grands visages célèbres, puisque tout au long de la série, on a vu des grands visages célèbres. Hein. Quand même, la saison 1, on avait Sam Neill dans le rôle du méchant. On a vu Tom Hardy, on a vu Adrien Brody, donc on a vu plein de très grands acteurs ponctuer cette série. C'est normal d'en voir de nouveau. C'est normal d'ailleurs de réunir tant de grands noms dans une espèce d'apothéose. Et en même temps, comme c'est beaucoup de personnages qu'on connaît pas, il y a quelque chose d'un petit peu aussi artificiel à faire pop plein de nouveaux grands personnages le temps de 2 heures, tu vois, comme ça. Donc je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin là-dessus. Je suis content qu'on ait un beau casting, et en même temps, c'est plein de personnages dont on se dit ça aurait été mieux de les développer peut-être un peu plus. Voilà. En quoi le film marque une fin ou un renouveau pour Peaky Blinders ? Bah là, on peut pas spoiler. Hein. On peut pas spoiler ce qui va se passer à la fin du film, mais c'est un pivot. C'est une conclusion d'un arc narratif qui peut en faire naître un autre, mais qui en fera naître un autre sous un autre nom. C'est-à-dire que si on continue, ça peut que être sous forme de spin-off maintenant. Ou, comme Vikings. Oui, exactement, ouais. Voilà, c'est ça. Dernière question, est-ce qu'on peut regarder ce film si on n'a vu aucun épisode des 6 saisons de Peaky Blinders ? Non, ça, vous pouvez essayer. On peut même se faire ça un peu à la Star Wars, c'est-à-dire tu commences par ça, et puis si ça t'intrigue, tu regardes tout le reste comme si comme si tu voyais un flashback. Tu sais, il y a plein de gens qui ont dit de Star Wars qu'il fallait regarder le 4, le 5, s'arrêter au 5, faire 1, 2, 3 et puis ensuite regarder le 6. Moi je fais ça, c'est l'ordre que je conseille à tous les gens qui veulent montrer Star Wars et qui savent pas au courant, quoi. Oui, on pourrait commencer par ça et puis se dire oh là là, c'est très intriguant. 40 ans auparavant. Et voilà, 40 ans auparavant, voir la genèse de la mafia de Thomas Shelby. Non, mais on va en parler dans la chronique qui suit. Moi, je pense que tout ça a été conçu quand même pour être regardé en séquence chronologique. Et justement, ça se sent un petit peu qu'il y avait une saison et qu'elle a été, coupée un petit peu, compressée tel un César en un film de 2 heures. Alors, je rappelle que Peaky Blinders, l'Immortel, est disponible depuis aujourd'hui, vendredi 20 mars 2026 sur Netflix.
Et Gauthier, ne perdons pas de temps, puisque je sens que tu as envie d'aller plus loin tout de suite et que ce sujet t'a inspiré. Je t'invite donc à mettre les pieds dans le plat. Alors Gauthier, tu les mets dans quel plat aujourd'hui ? Je vais les mettre, si tu me permets, je les mets dans 2 plats différents. Un premier plat en premier, là, on va dire les vrais trucs sur Cillian Murphy, 2 secondes, parce qu'il y a un tout petit truc qui m'agace un petit peu sur Cillian Murphy. Et ensuite, on reviendra sur cette question puissante de faut-il mettre des films dans des séries aux chausse-pieds comme ça. Donc d'abord, les vrais trucs sur Cillian Murphy. Il y a un truc qui m'agace un tout petit peu, moi, c'est que en 2003, quand j'avais 19 ans, est sorti en France un film qui était déjà sorti depuis 1 an en Grande-Bretagne, qui s'appelait 28 jours plus tard. À l'époque, je l'ai vu au moment de sa sortie. Je l'ai même vu en parallèle de sa sortie, puisque je suis pas allé le voir au cinéma. J'avais acheté le DVD qui était déjà sorti en Grande-Bretagne, et donc j'ai découvert sur mon petit écran, malheureusement, 28 jours plus tard. Et là, j'ai découvert un acteur prodigieux qui s'appelle Cillian Murphy, un mec aux yeux... Les yeux sont le personnage principal du film de 28 jours plus tard. Il suffit de suivre les yeux de Cillian Murphy et il parle à travers ses yeux. C'est hallucinant ce qu'il fait avec son regard. Petite précision, d'ailleurs, on dit Cillian Murphy, nous, parce qu'on sait qu'on dit qu'il faut dire Cillian Murphy, oui, mais pendant très longtemps, les gens disaient Cillian avec Murphy, un C. Voilà. Parce donc que c'est bien de la même personne qu'on parle. C'est un nom irlandais. Ça tombe bien, nous enregistrons ce podcast le jour de la Saint-Patrick. Et donc Cillian Murphy, ensuite, c'est pas du tout comme s'il s'était arrêté de jouer pendant 10 ans et qu'il avait repop dans Peaky Blinders, tu vois. Pendant ces 10 ans, il a joué dans des films de Wes Craven. Il jouait le méchant dans un film qui s'appelait Red Eye, un film d'horreur de Wes Craven. Il a joué ensuite dans une Palme d'Or signée Ken Loach qui s'appelle Le vent se lève en 2006, où il n'était pas genre 3e rôle ni second rôle, c'était le premier rôle du Vent se lève en 2006 qui a eu la Palme d'Or et qui a été vu par 1 million de spectateurs en France. Et c'était pas une histoire de mafia irlandaise, le Vent se lève ? C'était déjà un petit peu, c'était une histoire de l'IRA, c'était l'histoire du début de la guerre civile en Irlande. C'est plus de résistants que de mafia, ouais. Oui, c'est ça. Oui. Donc il y avait déjà, il était déjà connu pour un film d'horreur qui avait changé la face du film de zombies. Il était revenu dans des films de Wes Craven. Et il était revenu dans une fucking Palme d'Or quand même, ce qui est complètement fou. Après ça, on l'a vu chez Christopher Nolan parce qu'il avait passé le casting pour Batman Begins. Il voulait le rôle de Batman. On lui a dit t'es trop grums, t'es gentil, on a Christian Bale. Mais en revanche, si tu veux faire l'épouvantail, tiens, voilà l'épouvantail. Il est revenu ensuite pour refaire l'épouvantail dans The Dark Knight, puis dans The Dark Knight Rises. Entre-temps, il était dans Inception et il n'a pas un moindre rôle dans Inception puisque dans la tête de qui on fait l'Inception dans Inception, dans sa tête à lui. Derrière ses yeux. Ou derrière ses yeux ou derrière les yeux de son papa, mais enfin c'est lui qui commandite, c'est lui qui est le cerveau de toute cette opération. On l'a vu dans Dunkerque, on l'a vu dans plein de trucs, mais il faut attendre Peaky Blinders pour que le monde entier se réveille et se dise oh, mais c'est qui ce mec incroyable, et que 10 ans après le début de Peaky Blinders, plus de 10 ans après, il est enfin un Oscar du meilleur acteur, et c'est le premier Irlandais qui l'a eu d'ailleurs, pour Oppenheimer, ce film incroyable sorti en 2023 et qui a fait presque $1 milliard au box-office. Quand Romain et moi, on a vu Cillian Murphy recevoir l'Oscar du meilleur acteur en 2024 pour Oppenheimer, on était un peu en train de se dire, ça fait 22 ans qu'on vous le dit, 22 ans qu'on suit ce mec, et vous, il a fallu attendre Peaky Blinders pour que tout le monde soit là, genre « Ah, il est trop beau, Cillian Murphy !» Oui, on le savait, on le savait depuis si longtemps. C'est dommage d'avoir mis tant de temps à se réveiller. Mais enfin, bravo pour Cillian Murphy, qui était un mec auquel on croyait déjà depuis si longtemps. Ça, c'est le premier plat. C'est le premier plat, voilà. Deuxième plat. Aujourd'hui, le vrai plat. C'est Happy Hour. c'est la double dose. L'autre truc qui est beaucoup plus une conversation que je voulais avoir avec toi, c'est toutes ces séries-là auxquelles on rajoute un film
est-ce que tu trouves pas que ça fait un peu, à chaque fois, un peu rustine, quoi? Rustine sur un pneu un peu crevé. Alors, en fait, j'essaie de me souvenir déjà quelle film j'ai pu voir qui sont comme ça, des conclusions de série. Parce que le premier truc qui me vient, c'est X-Files. Ouais, par exemple. Et X-Files. Il y a déjà deux films de plus. Mais c'est pas la clé de voûte, c'est pas la fin. Ça s'insère entre 2 saisons, ou même, je crois, entre 2 épisodes. J'ai plus la chronologie exacte en tête. Et en fait, déjà au cinéma, je m'étais fait la réflexion que c'est un peu un épisode XXL, mais il n'y a rien qui le démarque en termes de production value, tu vois, de te dire... Tu t'es pas dit genre, waouh, c'est la même chose, mais cinéma. Voilà. Et quand on suit alors, je vais faire un parallèle qui peut te faire bondir peut-être, mais quand on regarde des dessins animés d'animation japonaise, ceux qui ont du succès ont des épisodes hors série qui sortent au cinéma. Dragon Ball était le premier en France à avoir ça. Ouais. Ou maintenant il y a tous les Jujutsu Kaisen, ou même ces One trucs-là. Piece, même Demon Slayer, Detective Conan, il y en a plein. Ouais. Et là pour le coup, on voit que il y a plus d'attention, il y a plus de budget, l'animation est mieux foutue. Ça, de suite, ça se voit. Je vais même te prendre 2 autres séries d'animation qui sont pas du tout japonaises, qui ont réussi le même pari, les Simpsons et South Park. Ouais. Les deux ont eu des épisodes au cinéma où là on se disait vraiment, ok, il y a une plus-value cinéma. Et il y avait vraiment quelque chose, il y avait un discours, il y avait une envergure, une envie d'aller plus loin dans la technique, dans le storytelling. Tout, voilà. Moi, j'ai pas regardé Breaking Bad en entier, donc je peux pas te dire si le film qu'ils avaient sorti à la fin de Breaking Bad, El Camino, ça valait le coup ou pas. Alors, je vais pas te mentir, moi j'ai tout suivi Breaking Bad. Je sais que El Camino était un truc pour conclure un petit peu l'arc narratif du personnage de Jesse Pinkman, qui était joué par Aaron Paul. Et avec plein de flashbacks aussi qui faisaient réapparaître des personnages qui étaient peut-être décédés et tout ça. Mais ce que ça raconte, ce que ça raconte précisément, j'en ai plus aucun souvenir. Je suis très attentiste de cette année là du film The Mandalorian et Grogu, qui lui aussi va être même chose. La même chose, ça va être la conclusion de l'arc de la série The Mandalorian. Avec un titre de merde, je suis désolé d'être grossier, mais c'est vraiment un titre Mandalorian et Grogu. On peut faire plus descriptif que ça. Quoi. Ils se sont pas pété une clavicule. Ah bah oui, non, mais en même temps on avait déjà eu Batman et Robin, c'est pareil. Bon, et du coup, voilà, j'attends. Pour l'instant, on a vu que des trailers un peu blague pendant le Super Bowl, comme si c'était une publicité ou un truc comme ça très léger, genre les tonnes de Noël ou ce genre de choses. Ouais. On n'a pas vu quelque chose de très épique débarquer et nous dire waouh, c'est le retour d'un film Star Wars. On n'a pas eu ça. À un petit détail près pour moi. Dans la dernière bande-annonce, on voit Sigourney Weaver. Oui. Et Sigourney Weaver dans Star Wars, j'ai envie de savoir ce que ça donne. Mais voilà, donc si tu me rafraîchis la mémoire et que tu me cites d'autres trucs que j'aurais pu voir, je vais te rafraîchir la mémoire très très brièvement, parce que à mon avis, je vais même pas te la rafraîchir. Tu vas me dire, ah ouais, ça a existé. C'était pendant la crise sanitaire, au moment où les cinémas fermaient, réouvraient, refermaient, etc. À ce moment-là, chez Warner est sorti un film dont Newark dont le nom m'échappe. Il y avait Newark dedans, et c'était un film de 2 heures qui était un prequel des Sopranos. Waouh. Et ouais. Au cinéma, absolument. Et c'est sorti au cinéma chez nous. Je pense que ça a fait à peu près 10 000 entrées. Oui, non mais pour de vrai. Je pense que c'était une. C'est-à-dire qu'on fait plus d'écoute avec Originals. J'aime cette blague. C'est une très bonne blague. Mais je pense que c'est une toute petite erreur de situation. Je pense que c'est un moment où HBO existait en tant que plateforme outre-Atlantique, mais pas encore chez nous. Et que si ça avait été le cas, ça serait sorti directement comme ça chez nous, mais que c'était dans un entre-deux, et que, bon, du coup, c'est sorti au cinéma, malheureusement. Ça devait être une obligation contractuelle pour Warner, très certainement. Et donc voilà, c'était un prequel des Sopranos. En tant que fan des Sopranos, j'ai été très content de voir ça avec ma femme, mais c'est pareil, on a un peu déjà oublié ce que ça nous racontait, si ce n'est que c'était la jeunesse de Tony Soprano qui regardait ses oncles et ses tantes faire la mafia, et qui voyait ça sans le comprendre, mais en le comprenant à demi-mot et tout ça, quoi. C'était pas joué par le fils de James Gandolfini? Il n'y avait pas une histoire comme ça qui reprenait le rôle de son papa qui était décédé entre-temps et tout ça? Si, c'est bien possible. Si, ça me dit quelque chose, effectivement. Tu vois. Donc,
À travers tous ces exemples qu'on est en train de prendre, mis à part les exemples animés qui sont un peu plus retentissants, on voit bien qu'on n'a pas de très bon exemple d'un moment où une série se convertit au format cinéma et devient concluant. Alors parce qu'en plus là on parle vraiment de une continuité. On n'est pas comme dans mettons Starkey et Hutch où ils ont fait un film derrière. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ouais. Tu vois genre Drôle de dame, Chapeau melon à bottes de cuir. Là il y avait la série, il y a eu le film. C'est une espèce de d'incarnation cinématographique d'un truc qu'on avait vu dans le passé. La famille Adams, c'est exactement ça aussi. Voilà. Hein. Mais non, là, on parle pas de ça. Là, on parle de la même production, les mêmes acteurs qui font le pas d'un médium différent, on va dire. Exactement. Alors qu'on voit que le contraire est plus évident. Si tu veux, le fait que la complétion de l'univers Star Wars se fasse maintenant sur plateforme ou même de l'univers Marvel dont on parle tellement. Maintenant, on sait qu'il y a des séries qui prolongent ça et qu'on les regarde si on veut, mais ça ne nous choque pas l'idée que tout ça se soit converti au format série. On le fait si on a envie, on n'est pas obligé, quoi. Mais justement, là, par exemple, il y a eu 3 saisons de Daredevil chez Netflix il y a quelques temps. Là, il y a eu une saison chez Disney, toujours de Daredevil, par exemple. Je m'arrête à ce personnage-là parce que c'est quand même un des personnages assez connus de l'univers Marvel. Je vais pas vous parler de Echo, par exemple, que personne ne connaissait, sauf les fans de comics. Si aujourd'hui on te sort un film Daredevil avec le même acteur, avec Vincent D'Onofrio, etc., c'est pareil, je trouve que ça fait un peu étrange. Ouais, en plus, là, tu prends un cas très très particulier d'une série qui a commencé à une époque où elle n'était pas encore dans le MCU, qui est maintenant dans le MCU et tout ça. Ou Rogue One. Ouais, Rogue One qui donne Andor. Ouais. Mais si Andor donnait un nouveau film, tu fais bon. Ouais, oui. Tu vois. Ça aurait l'effet poulet qui se transforme en nuggets qu'on voudrait retransformer en poulet et ça ferait un poulet très traumatisé. Poisson en forme de poisson. C'est même pas une dorade. Du coup... Mais tu vois, pour continuer dans ton exemple qui est un assez bon exemple, imagine la série Friends. Ouais. Imagine, en plus il y en a un qui est mort maintenant, donc on pourrait pas, mais imagine si on avait pu, dans le bon timing, je sais pas, en 2012, tous les reformer et sortir un long métrage. Et les Star Trek? Ah oui, alors ça c'est très compliqué, parce que moi je connais moins bien le monde des Trekkies et il me semble que tout se complète un petit peu... tu tiens peut-être un cas particulier d'une série qui a bien réussi le passage. Le passage au long format. Ils ont fait 7 films. À l'époque, je parle pas des reboots là récents, je parle des vraiment... Oui, pas ceux de J.J. Abrams. Non. Oui, tous les films où il y avait Christopher Lloyd à l'époque et tout ça. Et puis il y avait encore les vrais Léonard Nimoy, et comment il s'appelait On va pas tous les citer. Non, on va pas tous les citer, mais voilà. Mais parce que là, du coup, par extension, je repense à la science-fiction des années 60 et tout. Je me dis La planète des singes. Non, c'était les films qui ont donné la série derrière. Oui, absolument. Ouais. Donc, je sais pas, il y a quelque chose d'assez naturel de convertir des films en série, de les prolonger en série, et ça fait toujours figure de rab que si t'as aimé ça, tu peux en reprendre chez toi, tu vois. Mais faire le contraire, il y a quelque chose d'un petit peu contre-intuitif, quelque chose qui marche pas toujours, quoi. C'est, je pense, une histoire de façon de procéder et on est accoutumé au truc. Mais dans l'absolu, ça pourrait être génial d'avoir un final en apothéose. Pourquoi pas? Mais dans les faits, j'ai pas d'exemples qui me viennent où je me dis ah bah oui, là c'était génial. Tu vois, il semble plus dur de demander à des téléspectateurs de devenir spontanément des spectateurs de cinéma que de demander à des spectateurs de cinéma de devenir des téléspectateurs s'ils veulent en plus, tu vois. Comme s'il était plus difficile de convaincre des gens qui ont des habitudes de télévision de sortir une fois au cinéma pour voir la conclusion de leur truc. Non, mais c'est surtout où est le point de départ. Si jamais tu vas au cinéma, t'as trouvé un truc bien, et après ça te passe sur ta télé, tu fais bon, oui, pourquoi pas, si t'as aimé et tout ça. Par contre, si on te met un film au cinéma et qu'on te dit ah ouais, mais ça, si t'as pas vu les 18 saisons avant, bah tu peux pas comprendre. Bah
c'est plus dur aussi, tu vois. Sûr. Donc c'est vraiment un paradoxe. Bien sûr, moi ça me fait ça justement quand il est question de ces animés japonais qui sortent au cinéma le temps d'un film, et il faut avoir vu 22 saisons avant pour comprendre ce qui se passe. Moi, je vais les voir parce que c'est des curiosités box-office, si tu veux. Ça fait des millions de spectateurs très spontanément sur des très courtes périodes parce que ça a plein de jeunes fans. Donc, j'y vais pour comprendre ce qui se passe au cinéma. Et en même temps, je vois bien que je prends un truc en cours de route auquel je comprends rien et tout ça, quoi. Pour le coup, les Dragon Ball de l'époque, fin des années 90, début 2000, eux, c'était des histoires oui, complexes. C'était plus facile. Ouais. C'était pas dans la timeline. Enfin, voilà. Merci beaucoup, Gauthier, pour toutes ces réflexions. Merci à toi, voilà. Je propose qu'on fasse pas comme la semaine dernière où j'avais dû rush les sorties. Non, absolument. Prends ton temps. On a le temps aujourd'hui. On y va, c'est parti pour l'agenda. Et cette semaine, on va parler des sorties comprises entre le 16 et le 22 mars qui ont retenu notre attention. Ça a commencé même dès le 18 mars avec une mini-série thriller psychologique portée par un trio d'actrices majeures qui explore les failles d'une amitié sur fond d'enquête criminelle. C'est sur Apple TV+, 8 épisodes, et ça s'appelle Imperfect Woman. Imperfect Woman, c'est quoi ? Ça repose pas uniquement sur l'intrigue criminelle, mais vraiment sur la subjectivité des points de vue, une mécanique qui était déjà là dans Big Little Lies par exemple, et où la vérité devient une construction narrative plus qu'un fait. En fait, l'histoire, c'est quoi ? C'est le meurtre brutal d'une femme qui vient briser l'équilibre d'une amitié de longue date entre trois proches. Et on va révéler peu à peu une toile de secrets, de mensonges et de culpabilité. Et à mesure que l'enquête progresse, les versions se fissurent et la vérité, évidemment, va se dessiner, où on va exposer les compromis, les trahisons enfouies derrière des vies en apparence toutes parfaites. Le fameux trio, c'est qui ? C'est Elizabeth Moss, Kerry Washington et Kate Mara. Ouais, je vois bien l'idée. C'est des très grandes actrices, toutes les trois. Voilà, 8 épisodes, mini-série, il n'y en aura pas de saison 2, donc Apple TV+, dispo depuis le 18 mars. Super. Sur Netflix, la même date, 18 mars toujours, une saison 2, Fury, Résistance. Eh oui, moi j'ai vu la première saison de ça. 8 épisodes, donc saison 2 de thriller d'action français, nouveau chapitre qui prolonge directement la trajectoire de Lina dans un Paris criminel en pleine recomposition. Ce qu'il faut savoir avec Fury Résistance, c'est qu'on va déplacer la série d'un pur récit de vengeance vers une logique quasi politique. Puisque, avec une organisation paramilitaire qui remplace les règles mafieuses classiques, on passe d'un équilibre criminel codifié à une guerre idéologique, avec beaucoup plus c'est beaucoup plus frontal, on va dire, et plutôt instable. Je rappelle quand même que c'est une série de Jean-Yves Arnaud et de Johan Legave, et qu'on y retrouve Lina El Arabi, Marina Foïs, Mathieu Kassovitz. Enfin, il y a du beau monde derrière. Hein. Oui. Je peux te raconter, je vais faire une comparaison très très vite faite de comment j'ai consommé ça, la saison 1. Imagine, t'as un week-end où t'es tout seul chez toi parce que madame est de sortie, voilà. Et le vendredi soir, tu t'es dit, allez, Balek, je me commande une pizza avec 4 suppléments, rien que pour moi. Et ça arrive, tu bouffes tout en un coup. Et après, tout le week-end, t'es un peu malade en te disant « Putain, j'ai pas fait ça quand même. » J'ai trop pris de pepperoni. Ouais, et t'es bizarrement à la fois satisfait d'avoir réussi ce pari de tout bouffer, et en même temps, t'es là genre « Ok, on le dira à personne. C'est un secret entre toi et toi-même. » Ce que tu me dis, c'est qu'on regarde ça un petit peu comme on regardait un Van Damme dans les années 90. Oui, et pas le Van Damme... pas le meilleur des Van Damme. Ouais, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a ? Oui, le 19 mars, sur Paramount+, un film qui s'appelle Strange Darling. Un film indépendant américain avec une narration éclatée. Encore une fois, c'est un thriller horrifique qui joue avec les codes du jeu de chat et de la souris et essaie de brouiller constamment la perception du spectateur. Le pitch, c'est quoi ? C'est que dans l'Oregon, vraiment rural, une rencontre d'un soir entre un homme et une femme bascule rapidement dans un jeu de traque mortel. Raconté en chapitres non linéaires, leur confrontation révèle progressivement la réalité et tout est bien plus trouble et les rôles de prédateur et de proie sont pas forcément ce qu'on attendait. Tout repose essentiellement sur cette structure, du récit déconstruit, la manipulation du spectateur, etc., plus que sur l'intrigue en tant que telle. Faut pas s'imaginer que ça va être un Pulitzer. Sinon. Non, mais j'ai un œil dessus, ça m'intéresse. Moi, j'aime bien ce genre de track. Ensuite, on a quoi ? Sur Prime, un film encore, 20 mars,
Agent Zeta, un thriller d'espionnage espagnol cette fois, qui met en scène une traque internationale sur fond de secret d'État et qui s'inscrit dans la veine réaliste du film d'action européen. C'est-à-dire que on est plus sur l'intrigue politique et moins dans le spectaculaire du cinéma américain. Je te fais un petit pitch vite fait. Ouais. 4 anciens agents du renseignement espagnol sont assassinés simultanément à travers le monde, ce qui révèle l'existence d'une opération secrète vieille de plusieurs décennies. Et notre héros est chargé de retrouver le dernier survivant, l'agent Zeta. Et donc, il se lance dans une mission à haut risque, épaulé et peut-être manipulé par une agente colombienne qui semble en savoir plus sur ce passé enfoui. Vous savez, ça fait une vingtaine d'années que les Espagnols font de très très bons thrillers. Et ils ont une production audiovisuelle qui est assez ouf. Hein. On parlait l'année dernière de La Messias. Ouais. On pourrait parler encore de pas mal d'autres séries. C'est quand même eux qui ont fait La Casa des Papel, excusez-les, quoi. Quand on va voir ce qu'ils font, genre Serogoyen et tout ça au cinéma, ils font des trucs de ouf. Je repense il y a une dizaine d'années à La Isla Minima aussi, qui était vraiment un super film. Donc à prendre au sérieux, hein, tout à fait. C'est sur Prime Video. Et enfin, ça sort aujourd'hui, voilà, je te propose un documentaire un petit peu nostalgique sur Netflix qui s'appelle L'éruption des Red Hot Chili Peppers, 2 points, c'est important, Hillel, notre frère. D'accord. Alors, c'est qui Hillel ? Eh bien, tout simplement, c'est le cœur de ce documentaire musical consacré au groupe des Red Hot Chili Peppers. En fait, ça revient sur la naissance du groupe à Los Angeles et sur la figure centrale de leur premier guitariste, dans une démarche intimiste et pleine d'archives de l'époque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à Los Angeles, à la fin des années 70, il y a une bande de potes qui se forment autour d'une passion pour la musique. Donc, c'est un groupe qui va mêler le punk, le funk, et une énergie vraiment brute. Et au cœur de cette alchimie, on retrouve Hillel Slovak, qui est un peu le moteur créatif et émotionnel d'un groupe en devenir. Tout le documentaire, c'est un film documentaire, donc il n'y a pas de plusieurs épisodes, etc. Ça va être l'ascension, évidemment marquée par l'amitié, mais aussi les excès de cette disparition totalement fondatrice pour le groupe des Red Hot. C'est une disparition qui a été débattue et mise en musique dans plusieurs chansons du groupe des Red Hot, notamment Knock Me Down sur Mother's Milk, mais aussi dans Other Side, dans This Is The Place, dans Dozed, et c'est un des chapitres aussi de My Friends sur l'album One Hot Minute. Donc voilà, c'est pour tous les nostalgiques des Red Hot et de savoir comment est-ce que les plus grands drames peuvent engendrer aussi quelque chose pour l'avenir. Alors, il y a plein de gens qui... les puristes des Red Hot disent vraiment que l'époque... comment il s'appelle, Red Sugar Blood Sugar Sex Magic. Blood Sugar Sex Magic. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'album du paroxysme des Red Hot. C'est le seul qu'il faut retenir et tout ça. Il y en a qui défendent 100 minutes après. Et ces gens-là aiment beaucoup dire que à partir de Californication et tout, c'est la déchéance. Moi, je trouve que Californication est un très bon album, ainsi que By the Way qui lui succède. Même Stadium Arcadium, je trouve ça encore très très bien. Et voilà, je trouve que les Red Hot, c'est les années 90 et les années 2000, c'est là que ça brille. J'ai très envie de voir ce documentaire, évidemment. C'est réalisé par Ben Feldman et on y retrouve entre autres Hillel Slovak, mais aussi Anthony Kiedis, Flea, enfin voilà. Sinon en vrac, sur Netflix cette semaine, l'arrivée de Steel Ball Run, un nouvel arc de JoJo's Bizarre Adventure pour les fans d'animation japonaise. Sur Prime Video, Alienoid 2, l'affrontement. Alors là, on est encore dans la soirée pizza, je pense. Ouais. Pour les fans d'animation, mais plutôt américaine, il y a la saison 4 du très très bon Invincible. Et un ovni, fonction jurée, saison 2, le séminaire d'entreprise. Est-ce que tu connais ce truc-là ? Non. C'est sur Prime, moi j'ai très envie de le regarder. C'est en gros une espèce d'énorme supercherie où on va faire croire à un mec qui vient d'être embauché dans une boîte familiale. Mais c'est très bien, t'es nouvel employé, mais viens, on a un séminaire d'entreprise et c'est toute la famille. Et donc, en fait, ils vont exploser les drames familiaux en plein milieu. Et lui va être complètement pris au milieu de ce truc-là. En plus, c'est son nouvel job et il faut pas qu'il merde et tout ça. Sauf qu'en fait, c'est que des acteurs. J'aime bien. Voilà. Donc, fonction jurée, saison 2, le séminaire d'entreprise sur Prime Video. Et c'est tout pour les sorties cette semaine. Et c'est d'ailleurs là-dessus que nous allons nous quitter, puisque c'est la fin de notre émission. C'était Original saison 2, épisode 28.
On remercie bien sûr notre partenaire Cinématiseur. Merci, ouais. Ainsi que Magic Andou au montage. Salut Andou, merci beaucoup. Et on vous dit à vendredi prochain. Et Andou nous met des nouveaux petits effets sonores que j'aime beaucoup. Oui, écoutez le dernier, l'épisode précédent, vous verrez. Il y a des petits trucs en plus. Ouais. On s'améliore, production value encore une fois. Donc on vous dit à vendredi prochain, 17h, pour toujours plus d'actu ciné-série, doc ou animé, et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye.